Imaginez-vous perdre 60 000 soldats en une seule journée. Imaginez la moitié de votre population massacrée ou réduite en esclavage. Imaginez-vous fuir d'île en île tandis qu'une horde imparable réduit votre royaume en cendres. Puis, 44 ans plus tard, vous vous tenez victorieux alors que ce même ennemi terrifiant bat en retraite dans le chaos. Ceci est l'histoire de la Hongrie, passée de la défaite la plus catastrophique d'Europe à la forteresse qui a finalement brisé la machine de guerre mongole. En 1241, l'armée du roi Béla IV fut anéantie à la bataille de Mohi. Les historiens la considèrent comme l'une des pires catastrophes militaires de l'Europe médiévale. Cependant, en 1285, tout avait changé. Les Mongols revinrent, s'attendant à une conquête facile. Ils trouvèrent un réseau de plus de 100 châteaux de pierre, une cavalerie lourdement blindée et un peuple qui avait passé 4 décennies à se préparer à la vengeance. Quels secrets les Hongrois ont-ils découverts pour réaliser ce qu'aucune autre puissance européenne n'a pu faire? Comment ont-ils transformé une extinction certaine en une survie triomphante? L'histoire commence dans la vaste plaine hongroise, une immense étendue de prairies s'étendant des Carpates au Danube. Cette région fertile rendait la Hongrie riche, mais aussi vulnérable. En 1241, le royaume de Hongrie contrôlait ces plaines. Il contrôlait également la Croatie, la Dalmatie et des parties de la Transylvanie. Cela en faisait le plus grand royaume chrétien d'Europe de l'Est, avec environ 2 millions d'habitants. Pourtant, cette prospérité en fit une cible de choix pour la force militaire la plus terrifiante que le monde ait jamais connue. L'Empire mongol, au moment où son regard se tourna vers l'ouest, avait déjà conquis plus de territoire que tout autre empire dans l'histoire. Sous Gengis Khan et ses successeurs, ces archers à cheval des steppes avaient écrasé la dynastie Jin en Chine. Ils avaient anéanti l'empire khwarezmien en Perse. Ils avaient systématiquement détruit chaque armée qui osait s'opposer à eux. Leur bilan était simplement effroyable. En 1223, à la bataille de la rivière Kalka, ils anéantirent une force combinée de Russes et de Coumans. Ils célébrèrent ensuite en écrasant les princes Kmatet Kemihins capturés sous une plateforme de victoire. Les commandants mongols s'y tenaient pour festoyer. Lorsqu'ils déferlèrent sur sur la Russe de Kiev en 1240, des villes entières disparurent. Kiev, qui abritait autrefois 50 000 personnes, fut réduite à une population de 200. Les Mongols n'étaient pas seulement des conquérants. Ils étaient des destructeurs systématiques qui transformaient la résistance en une condamnation à mort. Qu'est-ce qui les rendait si imparables? L'armée mongole perfectionna la guerre, mobile des siècles avant que quiconque ne la comprenne. Chaque guerrier portait 3 ou 4 chevaux. Cela leur permettait de parcourir 60 miles par jour, comparé aux 20 miles des armées européennes. Ils combattaient comme archers à cheval, faisant pleuvoir des flèches à des distances impossibles. Ils ne s'engageaient jamais dans un combat rapproché avant que l'ennemi ne soit épuisé et démoralisé. Leurs arcs composites, faits de cornes, de tendons et de bois, pouvaient percer une armure à 200 yards. Le plus terrifiant était peut-être leur utilisation de la guerre psychologique. Ils épargnaient une ville pour massacrer la suivante, envoyant les survivants fuir en avant pour semer la panique. En 1241, ils avaient adopté la technologie de siège chinoise. Cela incluait des catapultes qui lançaient des engins explosifs. Ces engins étaient remplis de poudre à canon, de soufre et de shrapnel. Ces armes produisaient des sons comme le tonnerre et frappaient d'une terreur véritable les cœurs européens. Ils se déplaçaient en armées coordonnées sur des milliers de miles. Ils utilisaient un réseau de renseignements d'espions et d'éclaireurs qui les faisait paraître omniscients. Les chroniqueurs européens les décrivaient comme des démons, un fléau envoyé par Dieu pour punir les péchés chrétiens. Face à cet ennemi, la Hongrie était presque complètement démunie.
L'armée hongroise en 1241 était désespérément dépassée. Elle s'appuyait sur une cavalerie légère, similaire à celle que leurs propres ancêtres avaient utilisée lorsque les Magyars avaient déferlé sur l'Europe des siècles plus tôt. Mais ils avaient oublié ces tactiques nomades. Le royaume ne possédait que 10 châteaux de pierre. 8 d'entre eux étaient concentrés le long de la frontière ouest face à l'Autriche. Ils n'étaient pas à l'est, là où les Mongols frapperaient. La plupart des fortifications hongroises étaient des palissades en bois et des ouvrages en terre. Les Mongols avaient prouvé qu'ils pouvaient les détruire en quelques heures. Le roi Béla IV lui-même était une figure controversée. Né en 1206, il avait passé le début de son règne à tenter de récupérer les terres de la couronne. Son père, le roi André II, les avait imprudemment cédées aux nobles. Cela le rendit impopulaire auprès des Magyars. Il le considérait comme un tyran essayant de centraliser le pouvoir. Lorsqu'il offrit l'asile à 40 000 réfugiés coumans fuyant la conquête mongole en 1239. Acceptant leur Khan Köthen sous sa protection personnelle, cela créa une tension interne massive. Les Coumans étaient des guerriers nomades qui ne respectaient pas la vie agricole hongroise. Des rapports de vol et de viol par des réfugiés Coumans indignèrent de la population sédentaire. Mais Béla refusa de les punir. Il avait désespérément besoin de combattants expérimentés qui savaient réellement comment combattre les Mongols. Cette division interne se révélerait catastrophique lorsque la tempête arriva finalement. Le premier avertissement vint en 1237. Un frère dominicain nommé Julianus revint d'une expédition sur la Volga. Il apporta une lettre de Batu Khan, petit-fils de Gengis Khan et commandant des forces mongoles occidentales. Le message était simple et glaçant. Il demandait la reddition inconditionnelle du royaume sous peine de destruction complète. Béla ne répondit pas. Il ne pouvait pas croire que la menace fût réelle. 2 autres ultimatums arrivèrent en 1239 et 1240. Béla répondit au dernier avec défi. Il ordonna la fortification des cols de montagne le long de la frontière orientale de la Hongrie. Ces fortifications étaient des barrières naturelles denses d'arbres abattus et de pieux aiguisés. Puis, en mars 1241, le cauchemar devint réalité. 5 armées mongoles distinctes envahirent le Mantoue, la Hongrie, simultanément. Cet assaut coordonné démontrait leur sophistication terrifiante. La force principale sous Batu Khan et le général légendaire Subutai traversa le col fortifié de Verek le 12 mars 1241. Elle anéantit l'armée dirigée par le comte palatin Denis Tomaj en quelques heures. Les unités d'ingénieurs spécialisés des Mongols dégagèrent par Bayam Santana, dégagèrent les barrières soigneusement construites par Béla en seulement 3 jours. Les observateurs hongrois avaient supposé que cette tâche prendrait des semaines. Une deuxième armée, sous Kadan et Buri, traversa la Transylvanie par le sud-est. Elle écrasa les forces du voïvode et laissa les régions du sud sans défense. Une troisième force sous Horda et Baïdar, envahie par la Pologne. Elle défie le duc Henri II le Pieux de Silésie à la bataille de Legnica. La bataille de Legnica, le 9 avril 1241. Après cette bataille, les guerriers mais les guerriers mongols recueillirent 9 sacs d'oreilles des morts pour compter leurs victimes. La vitesse était dévastatrice. Les observateurs européens qualifièrent l'avancée mongole d'éclair. Béla se retrouva incapable de mobiliser pleinement ses forces. Des contingents furent détruits pièce par pièce en essayant d'atteindre le point de rassemblement à Pest. Lorsque Béla rassembla enfin ses forces à Pest, un désastre survint de l'intérieur. Le duc Frédéric II d'Autriche arriva avec un petit contingent affirmant vouloir aider. Cependant, de nombreux historiens pensent qu'il incita en fait une émeute. Les habitants, paranoïaques et terrifiés, accusèrent les réfugiés Coumans d'être des agents mongols. Une foule prit d'assaut le palais où le Khan Köthen était sous protection royale et massacra toute sa suite. Köthen fut soit assassiné,
soit se suicida. Les 40 000 Koumans restants, les seuls guerriers en Hongrie ayant l'expérience du combat contre les Mongols, quittèrent immédiatement le royaume enragé. Ils pillèrent leur chemin vers le sud en direction des Balkans. Béla venait de perdre ses meilleurs soldats à cause de la paranoïa de son propre peuple. De nombreux nobles hongrois refusèrent bémont également de se joindre à la campagne. Ils détestaient les efforts de centralisation de Béla. Certains espéraient même qu'une défaite royale le forcerait à leur accorder plus d'autonomie. Début avril 1241, Béla commandait une armée d'environ 60 000 à 100 000 hommes. Il était ainsi nettement supérieur en nombre à la force mongole principale, qui comptait 20 000 à 30 000 hommes. Mais le nombre ne signifiait rien face au génie tactique mongol. Tout était sur le point de tourner de manière catastrophique. L'armée de Béla marcha vers l'est et établit le contact avec des éclaireurs mongols près de la rivière Sajo le 10 avril 1241. Les Hongrois découvrirent la force mongole principale campée sur la rive est, près du village de Mohi. Béla ordonna à son armée d'établir un camp sur la rive ouest. Ils utilisèrent dans leurs chariots pour créer un périmètre fortifié autour de leur tente. La position semblait solide. Ils contrôlaient le seul pont de pierre traversant la rivière. Des arbalétriers hongrois étaient positionnés pour le défendre. Cette nuit-là, les forces mongoles sous Batu-Khan tentèrent de prendre le pont d'assaut. Elles furent repoussées par des tirs d'arbalètes concentrés. Les Hongrois célébrèrent ce qu'ils croyaient être une victoire majeure. Ils laissèrent seulement des gardes minimaux au pont. La plupart des soldats retournèrent au camp pour festoyer et se reposer. Ce fut une erreur fatale. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le légendaire Subutai, le général de 65 ans qui avait conquis plus de territoire que tout autre commandant de l'histoire, était déjà en mouvement. Il menait une force de flanc de 30 000 hommes. Il cherchait un gué plusieurs miles en amont où ses troupes pourraient traverser sans être vues. Juste avant l'aube, le 11 avril 1241, les Mongols lancèrent leur véritable assaut. Les forces de Batu-Khan attaquèrent de nouveau le pont. Cette fois, elles étaient soutenues par des catapultes qui lançaient des engins explosifs sur les positions hongroises. Le chroniqueur contemporain Maître Roger décrivit les sons comme des coups de tonnerre. Ils produisaient de la fumée et du feu, repoussant les défenseurs dans la terreur et la confusion. Il s'agissait probablement d'armes à feu d'origine chinoise. Il est possible que ce fussent des bombes à impact remplies de poudre à canon. Les Hongrois n'avaient jamais rien rencontré de tel. Alors que les forces de Batu se frayaient enfin un chemin à travers le pont lors d'un assaut frontal épuisant, les commandants hongrois engagèrent davantage de troupes pour les repousser. C'était exactement ce que les Mongols voulaient. Vers le milieu de la matinée, le désastre frappa d'une direction inattendue. Les 30 000 guerriers de Subutai étaient apparus soudainement sur le flanc gauche et l'arrière des Hongrois. Ils avaient traversé la rivière avec succès plusieurs miles au sud, utilisant un pont construit à la hâte. Les Hongrois furent bien pris dans un encerclement classique, le genre de chef-d'œuvre tactique qui avait détruit des dizaines d'armées avant eux. La panique s'empara du camp hongrois. Les soldats Katsami réalisèrent qu'ils allaient être encerclés par ces terrifiants archers à cheval. Les commandants ordonnèrent une retraite combattante vers leur camp fortifié de chariots. Mais cela se révéla désastreux. La conception du camp, exigu et encombré de tentes serrées et de chariots formant un périmètre immobile, devint un piège mortel. Des archers mongols se positionnèrent autour de tout le camp. Ils commencèrent à faire pleuvoir des flèches de toutes les directions. Les soldats ne pouvaient pas manœuvrer. Les chevaux paniquaient. La cavalerie lourde, les chevaliers d'élite de Hongrie, ne put monter de charges efficaces. Il n'y avait pas d'espace pour prendre de l'élan. La situation devint plus désespérée d'heure en heure. Les flèches tombaient comme une pluie mortelle.
Chaque salve coûtait la vie à des dizaines d'hommes. Le roi Béla IV lui-même fut plusieurs fois sur le point d'être capturé. Sa garde personnelle combattit héroïquement. Elle forma un cercle protecteur autour de leur roi, alors que les guerriers mongols se rapprochaient. Un chroniqueur nota que Batu Khan avait spécifiquement ordonné que Béla soit capturé vivant. Cela sauva probablement la vie du roi. Les forces mongoles s'abstinrent de porter des coups mortels. Le frère de Béla, Koloman, duc de Croatie, subit de graves blessures en défendant son frère. Il réussit cependant à rester monté. L'archevêque Ugrin, l'une des plus hautes autorités religieuses de Hongrie, mourut en combattant dans le chaos. Son cadavre blindé fut retrouvé plus tard parmi des montagnes de morts. Ensuite, Subutai exécuta la tactique la plus brillante et la plus brutale de la bataille. Il ouvrit délibérément une brèche dans l'encerclement mongol. Il laissa une voie d'évacuation claire vers l'ouest. Pour les Hongrois piégés et terrifiés, cela ressemblait à un salut. C'était une chance de s'échapper et de fuir vers la sécurité. Béla mordit à l'hameçon. Il ordonna une retraite à travers l'ouverture. Une fois le roi en fuite, la panique devint totale. Les soldats abandonnèrent entre leurs armes et leurs armures pour courir plus vite. L'armée organisée se dissout en une foule d'hommes désespérés. Ils fuyaient pour sauver leur vie à travers la plaine ouverte. C'était exactement ce que les Mongols avaient prévu. Alors que des milliers de Hongrois s'engouffraient dans la brèche, la cavalerie mongole les poursuivit sans relâche. Pendant près de 60 000, les archers à cheval chevauchèrent aux côtés des soldats en fuite. Ils les abattaient de flèches. Les Hongrois étaient trop épuisés pour riposter. Le chroniqueur contemporain Thomas de Split décrivit le massacre avec d'horribles détails. Il rapporta que les Mongols virent l'un de leurs ennemis épuisés par la course. Ceux-ci étaient incapables de lever les bras pour combattre ou de fuir. Les Mongols commencèrent alors à faire pleuvoir des lances sur eux de toutes parts. Ils les abattaient avec des épées sans épargner personne. Leurs ennemis étaient massacrés comme des animaux. Ils tombaient à gauche et à droite comme des feuilles en hiver. Tout le chemin était couvert de leurs corps misérables. Le sang coulait comme le courant d'une rivière. Les pertes furent stupéfiantes. Des estimations modernes suggèrent que de 60 000 à 65 000 Hongrois moururent à Mohi et durant la poursuite. Cela incluait la plupart de la noblesse et de la direction militaire du royaume. Le duc Koloman survécut à la fuite initiale. Il mourut cependant de ses blessures quelques jours plus tard. Seule une poignée de commandants s'échappa. Béla lui-même s'enfuit vers l'ouest, en Autriche. Le duc Frédéric II, qui était censé l'aider, l'emprisonna. Il le retint ensuite en échange d'une rançon. Un chroniqueur fit remarquer avec acidité que Béla était comparable à un poisson. Ce poisson tentait d'éviter d'être frit dans la poêle. Il sautait alors dans les braises. Il finissait rôti. Frédéric extorqua d'énormes concessions. Il força Béla à céder du territoire. Il vida ce qui restait du trésor royal avant de le libérer. Le roi s'enfuit ensuite vers le sud, à travers la Croatie. Il se rendit sur l'île de Trogir, dans la mer Adriatique. C'était le seul endroit assez éloigné pour que la cavalerie mongole ne puisse pas l'atteindre facilement. De retour en Hongrie, le cauchemar ne faisait que commencer. Après Mohi, aucune force organisée n'était capable de résister à l'avance mongole. Les forces de Batu Khan découvrirent le sceau royal hongrois. Il se trouvait sur le corps du vice-chancelier de Béla, tué au combat. Ils forcèrent des scribes hongrois capturés à rédiger une fausse proclamation royale. Elle portait le sceau authentique. Elle disait aux citoyens de ne pas fuir leur maison. Elle affirmait que le roi reviendrait bientôt avec des renforts pour chasser les envahisseurs. Cette brillante supercherie maintint la population en place. Elle en fit des cibles faciles.
Les Mongols dévastèrent ensuite systématiquement le cœur du territoire hongrois. Ils incendièrent Pest après un siège de 3 jours à la fin d'avril. Ils auraient tué chaque habitant. Ils ravagèrent la grande plaine hongroise. Ils détruisirent entre 50 et 80% des implantations dans les basses terres. Les historiens estiment que de 15 à 50% de la population hongroise mourut. Certaines estimations suggèrent jusqu'à 1 million de personnes tuées ou réduites en esclavage sur un total de 2 millions. Les Mongols contournèrent les quelques châteaux de pierre qu'ils rencontrèrent. Ils détruisirent plutôt les infrastructures agricoles. Ils s'attaquèrent au système d'irrigation et aux réserves de nourriture. Cela entraîna une famine massive. La famine tua autant de personnes que la violence directe. Certains nobles survivants tentèrent une résistance de guérilla. Ils menèrent des embuscades avec des paysans armés. Cependant, les massacres impitoyables de Subutai écrasèrent rapidement ses efforts. L'horreur dura d'avril 1240 et à mars 1242. Cela représenta près d'une année complète de destruction systématique. Puis, soudainement, les Mongols se retirèrent. Des nouvelles étaient parvenues à Batu Khan. Le grand Khan Ögedei, fils de Genghis Khan, était mort. Il était le souverain suprême de l'Empire mongol. Sa mort eut lieu en décembre 1241 dans le lointain Karakorum. Selon la loi mongole, tous les princes devaient revenir pour élire un nouveau Khan. Batu et Subutai rassemblèrent leurs forces. Ils chevauchèrent vers l'est, laissant la Hongrie en ruine. L'Europe avait été épargnée non par une puissance militaire. Elle le fut par pur hasard. C'était la mort d'un homme à 5000 milles de distance. Alors que les colonnes mongoles disparaissaient au-delà des Carpates, Béla IV émergea de sa cachette. Il revint pour inspecter son royaume dévasté. Ce qu'il trouva le hanterait pour le reste de sa vie. Cela allait déclencher la transformation la plus remarquable de l'histoire hongroise. Béla retourna dans un royaume de fantômes. Les villes étaient des carcasses brûlées. Les villages étaient vides. Les champs restaient incultes. Des corps pourrissaient sans sépulture à travers la campagne. Dans certaines régions, en particulier la grande plaine hongroise, il n'y avait presque aucun survivant. La noblesse hongroise avait refusé de combattre. Certains espéraient que la défaite de Béla leur serait bénéfique. Ils réalisèrent maintenant le prix de leur myopie. La question pour tous était simple. Comment reconstruire après une apocalypse? Plus urgemment encore, comment se préparer au retour inévitable des Mongols? Car chacun comprenait qu'ils reviendraient. L'Empire mongol n'avait jamais abandonné une conquête. Leur retrait était tactique, non définitif. Dans 5 ans, dans 10 ans, certainement en l'espace d'une génération, les archers à cheval reviendraient. Ils finiraient ce qu'ils avaient commencé. Béla IV comprit cela avec une clarté cristalline. Il savait que la survie de la Hongrie dépendait d'une transformation. Elle dépendait d'un apprentissage de la défaite catastrophique. Il fallait devenir quelque chose d'entièrement nouveau. Et il avait un plan. La première décision prise par Béla fut politique et contre-intuitive. Avant l'invasion, il s'était âprement battu avec les Magnats. Il luttait pour les terres de la couronne et le pouvoir centralisé. Maintenant, il fit marche arrière complètement. Il réalisa que la reconstruction exigerait le soutien et les ressources des nobles. Ces ressources dépassaient de loin ce qui restait de l'autorité royale. Dans une série de décrets débutant en 1242, Béla accorda d'énormes concessions à l'aristocratie. Il céda des terres de la couronne à des partisans loyaux. Il permit aux barons et aux prélats d'ériger des forteresses de pierre privées. Il abandonna ainsi l'ancien monopole royal sur la construction de châteaux. Il permit aux nobles de lever et d'entretenir leurs propres armées privées.
Ces concessions allaient plus tard sapir le pouvoir royal. Elles contribuèrent aux querelles aristocratiques à la fin du siècle. Mais dans les années désespérées, après 1241, elles furent des compromis nécessaires. Elles mobilisèrent tout le royaume pour sa survie. Béla transforma essentiellement la Hongrie en une fédération de baronnies fortifiées. Chaque baronnie était responsable de sa propre défense. Elles furent unies par la mémoire commune de 1241. Vint ensuite le programme le plus ambitieux. C'était la construction de châteaux à une échelle jamais vue en Europe. Avant 1241, la Hongrie ne possédait que 10 châteaux de pierre. À la mort de Béla, en 1270, le royaume comptait plus de 100 nouvelles fortifications en pierre. Certaines estimations indiquent jusqu'à 147 à 172 forteresses construites ou considérablement améliorées sous son règne. C'est une moyenne de 3 à 5 grands châteaux de pierre achevés chaque année. Cela dura pendant près de 3 décennies. Ce n'était pas de simples tours. C'étaient des complexes défensifs sophistiqués. Béla supervisa personnellement la construction de grandes fortifications comme le château de Visegrad. Il y construisit une tour résidentielle hexagonale massive. Elle s'appelait la tour Salamon. Ses murs étaient si épais qu'ils pouvaient résister à n'importe quelle machine de siège connue. Son épouse, la reine Maria, vendit ses bijoux personnels pour aider à financer la construction de Visegrad. Cela démontrait le sérieux avec lequel la famille royale prenait cette mission. Les forteresses étaient positionnées stratégiquement dans des régions vulnérables. Elles se trouvaient non le long des rivières. Elles contrôlaient les cols de montagne. Elles protégeaient les centres agricoles. Les châteaux présentaient des innovations spécifiquement conçues pour contrer les tactiques mongoles. Ils furent construits sur des terrains élevés, souvent des collines. Cela rendait les attaques de cavalerie difficiles. Ils intégraient plusieurs murs défensifs. Cela permettait aux garnisons de se replier si les défenses extérieures étaient percées. Ils avaient sans des puits bâtis profonds. Ceux-ci assuraient l'approvisionnement en eau pendant un siège. Le plus important, ils furent construits entièrement en pierre. Ils étaient immunes aux armes incendiaires et aux engins explosifs. Ces armes avaient terrorisé les défenseurs hongrois à Mohy. Le programme de construction de châteaux transforma la guerre hongroise. Pendant l'invasion de 1241, les quelques châteaux de pierre résistèrent. Ceux-ci incluaient Esztergom, Székesfehérvár et l'abbaye de Pannonhalma. Ils avaient résisté avec succès à l'assaut mongol. Les Mongols étaient maîtres de la guerre, en rase campagne. Ils manquèrent de patience pour les sièges prolongés. Ils avaient besoin de vitesse pour maintenir leur mobilité stratégique. Les châteaux de pierre brisaient cette vitesse. Ils forçaient les envahisseurs à contourner les fortifications. Alternativement, ils devaient s'engager dans de longs sièges qui épuisaient le temps et les ressources. Béla s'assura que toute future invasion mongole ferait face à un paysage de forteresses. Chacune serait capable d'abriter les populations locales. Elle pourrait aussi lancer des contre-attaques contre les lignes d'approvisionnement ennemies. Mais Béla comprit que les murs de pierre seuls n'arrêteraient pas les Mongols. La Hongrie avait besoin de réformes militaires. Celle-ci devait donc correspondre à sa révolution architecturale. Le roi réorganisa toute l'armée hongroise. Il apprit directement des désastres de Mohy. Il remplaça la cavalerie légère traditionnelle du royaume par de la cavalerie lourde. Celle-ci était modelée sur les chevaliers d'Europe occidentale. Ces guerriers à cheval lourdement blindés étaient protégés par la cotte de mailles et l'armure de plate. Ils portaient de longues lances. Ils étaient entraînés au combat rapproché. Ils étaient plus lents que les archers à cheval mongols. Mais ils pouvaient percer les lignes ennemies s'ils établissaient le contact. Les quelques chevaliers templiers qui avaient combattu à Mohy furent plus performants que toute autre unité hongroise. Leur lourde armure les rendait résistants aux flèches. Leur charge disciplinée perturbait.
et formation mongole. Bela voulait une armée entière de tels guerriers. Il publia des décrets en 1248. Ceux-ci exigeaient des propriétaires terriens de la classe moyenne d'entrer au service noble. Ceci était en échange d'équipements militaires. Il précisa que les barons devaient mener leurs vassaux correctement équipés en armure. C'était en réponse aux convocations royales. Les nouveaux colons reçurent une noblesse conditionnelle. Elle était basée sur leur volonté de combattre à cheval et en armure au commandement du roi. En 1259, Bela négociait avec Venise pour embaucher 1000 arbalétriers. Il reconnaissait que les arbalètes s'étaient avérées efficaces contre la cavalerie mongole à courte portée. Ceux-ci, malgré leur déploiement en petit nombre à Mohi. Bela se concentra également sur la collecte de renseignements et la diplomatie. Il établit des contacts avec d'autres royaumes. Ceux-ci avaient fait face à l'invasion mongole. Il apprit de leurs expériences. Il tenta de forger des alliances à travers l'Europe. Il écrivit des lettres désespérées au pape Innocent IV. Il en écrivit aussi à l'empereur du Saint-Empire romain germanique et au roi de France. Il les avertit que la menace mongole était existentielle. Elle exigeait une réponse chrétienne unifiée. La plupart l'ignorèrent. Ils étaient incapables de comprendre le danger. Ils n'étaient pas disposés à consacrer des ressources à la défense de la lointaine Hongrie. Mais Bela persista. Il comprit que l'information et les alliés étaient des armes aussi précieuses que des épées. Il se réconcilia même avec les Coumans, ces gens dont l'expulsion lui avait coûté cher à Mohi. Vers la fin des années 1240, il persuada des groupes Coumans de revenir. Ils devaient s'installer le long de la rivière Tissa. Il leur offrit des terres et des protections légales. Il fit en sorte que son fils Étienne V épouse Élisabeth, fille d'un chef Couman. Cela liait les guerriers nomades à la couronne hongroise par des liens familiaux. Les Coumans apportèrent une expertise inestimable dans la guerre de steppe. C'étaient les mêmes tactiques utilisées par les Mongols. La reprise démographique représentait un autre défi crucial. Avec la moitié du royaume peut-être morte ou déplacée, Bela lança un ambitieux programme de colonisation. Il invita des milliers de colons allemands, polonais, italiens, moraves et rutènes. Il leur offrit des concessions de terre, des privilèges fiscaux et des libertés. L'objectif était de repeupler les régions dévastées. Ces arrivants apportèrent de nouvelles techniques agricoles, une expertise minière et des compétences commerciales. Bela accorda les privilèges de Sekesfehervar, une forme d'autonomie municipale, à plus de 20 établissements. Cela favorisa leur développement en villes fortifiées autonomes. Il déplaça la population de Pest sur une colline, de l'autre côté du Danube, en 1248. Il créa ainsi la ville fortifiée de Bouda. Celle-ci devint rapidement le centre commercial le plus important de Hongrie. Ces nouvelles villes furent conçues comme des positions défensives. Elles possédaient des murs et des emplacements stratégiques. Cela en faisait des forteresses assez miniatures, capables de soutenir de plus d'un grand château lors d'une invasion. Les villes minières de Haute-Hongrie reçurent des chartes spéciales. Leur production d'argent et d'autres métaux finança le programme de fortification en cours. La transformation prit des décennies. Cependant, dans les années 1270, la Hongrie était méconnaissable par rapport au royaume dévasté par les Mongols. Le royaume était plus fort et plus militarisé. Il était obsédé par une question. Serait-il prêt lorsque les Mongols reviendraient? Bela IV mourut le 3 mai 1270, à l'âge de 64 ans. Il avait passé 28 années à reconstruire son royaume. Il prononça ses vœux franciscains sur son lit de mort et fut enterré à Esztergom. Les historiens se souviennent de lui avec l'épithète de second fondateur de l'État pour ses efforts de reconstruction. Son fils Étienne V lui succéda. Cependant, il ne régna que 2 années avant de mourir en 1272.
La couronne passa ensuite à son fils Ladislas IV. Ce dernier était connu sous le nom de Ladislas le Couman, en raison de l'héritage de sa mère. Le jeune roi fit face à un règne troublé, marqué par des rébellions nobles et des conflits internes. De nombreux magnats, renforcés par les concessions de Béla, se battaient désormais pour le territoire et l'influence. Ils se taillaient de petites principautés. L'unité politique du royaume était fragile. Cependant, les fortifications demeuraient. La cavalerie lourde demeurait. Le souvenir de 1241 demeurait. Et en l'hiver de 1285, 44 années après Mohi, tout ce que Béla avait construit serait finalement mis à l'épreuve. Les Mongols revinrent en décembre 1285 avec deux forces d'invasion distinctes. Toulabuga, également connu sous le nom de Talabuga, commandait l'armée principale du Nord. Cette armée traversa les Carpates. Elle emprunta le même col de Vereke que ses prédécesseurs en 1241. Nogai Khan, un prince mongol semi-indépendant, contrôlait des territoires dans ce qui est aujourd'hui la Roumanie et la Bulgarie. Il dirigea une armée du Sud à travers la Transylvanie. Le plan reflétait l'invasion de 1241. Il s'agissait de frappes multiples et coordonnées. Elles visaient à submerger les défenses hongroises avant leur concentration. Des sources contemporaines suggèrent que chaque armée comptait entre 30 000 et 50 000 guerriers, bien que les chiffres exacts soient débattus. Les Mongols envahirent en hiver. Ce fut un choix calculé. Ils voulaient surprendre les Hongrois dispersés et incapables de se mobiliser rapidement. Les rivières gelées offraient également des points de passage faciles pour la cavalerie. Ils s'attendaient à une autre conquête facile. Après tout, la Hongrie sous le jeune roi Ladislas IV était en proie à des divisions internes. Le roi se battait constamment avec ses magnats et l'Église au sujet de sa préférence pour la culture coumane et un mode de vie païen. Une révolte coumane en 1282 avait révélé de profondes fractures dans la société hongroise. Les renseignements mongols, alimentés par des réseaux d'éclaireurs nomades et de déserteurs, rapportèrent tout ce chaos. Ils pensaient que 1285 serait comme 1241. Ils s'attendaient à des raids éclairs, à des défenseurs terrifiés, à une dévastation systématique et à un triomphe ultime. Ils eurent catastrophiquement tort. La principale force du nord de Toulabuga traversa les Carpates et commença à avancer vers le cœur de la Hongrie. Mais presque immédiatement, tout tourna mal. Les fortes chutes de neige hivernale, sur lesquelles les Mongols avaient compté pour traverser facilement les rivières, devinrent un cauchemar logistique. Cela se produisit dans les terrains montagneux. Les cols étaient plus enneigés que prévu, ralentissant l'avance de la cavalerie. Plus grave encore, les Hongrois ne les affrontèrent pas en bataille ouverte, comme Béla l'avait imprudemment fait en 1241. Au lieu de cela, les forces locales mirent en œuvre des tactiques de la terre brûlée. Cette stratégie était spécifiquement conçue pour contrer les envahisseurs mobiles. Les garnisons hongroises entassèrent toutes les réserves de nourriture disponibles à l'intérieur des châteaux fortifiés. Puis, elles lancèrent des raids à petite échelle et des embuscades contre les partis de fourrageurs mongols. Les envahisseurs trouvèrent et détruirent des villages abandonnés et des greniers vides. Leurs lignes de ravitaillement, étirées à travers un terrain hostile en hiver, commencèrent à défaillir. Selon la chronique de Galicie-Volhynie et des sources polonaises, des milliers de soldats mongols moururent nétant de faim pendant la marche. Les Mongols ne purent pas assiéger les châteaux de pierre pour s'emparer des provisions. Ces sièges auraient pris des semaines ou des mois. Il manquait déjà de nourriture. C'était précisément le scénario que le réseau de fortifications de Béla avait été conçu pour créer. Un paysage de places fortes imprenables épuisait les ressources ennemies.
Il ne fallait pas affronter la cavalerie mongole en rase campagne, avec de grandes armées de campagne. Des chroniqueurs polonais, souvent hostiles au roi Ladislas, affirmèrent qu'il était trop lâche pour affronter les Mongols en bataille rangée. Mais ce fut une totale erreur d'interprétation d'une stratégie militaire réussie. L'évitement de la bataille était précisément le bon choix tactique. Pourquoi risquer un autre Mohi quand on pouvait affamer l'ennemi par une défense stratégique? L'armée de Toulabuga, de plus en plus désespérée par le manque de nourriture et d'abri, devint vulnérable aux embuscades. Les Székely, un groupe ethnique hongrois militarisé de Transylvanie, menèrent des attaques dévastatrices de harcèlement contre les colonnes mongoles affaiblies. Il ne s'agissait pas des milices paysannes paniquées qui avaient brièvement résisté en 1241 et avaient été massacrées. Il s'agissait de guerriers bien armés et bien entraînés. Ils opéraient depuis des bases fortifiées, sécurisées, et exécutaient une guerre de guérilla coordonnée. Les Mongols étaient mis en pièces. Des preuves archéologiques confirment cette image. Des pointes de flèches attribuées à des nomades médiévaux tardifs ont été trouvées sur des sites de châteaux. Ces sites se trouvent en Slovaquie actuelle et dans le nord de la Hongrie. Beaucoup sont datés de la seconde moitié du XIIIe siècle. Elles correspondent aux lieux d'escarmouches connus durant l'invasion de 1285. Des restes humains sur certains sites montrent des blessures de bataille. Cela indique que les populations locales ont réussi à défendre leurs positions fortifiées. Au début de 1286, la situation de Toulabuga était critique. Son armée, dévastée par la famine, la maladie et un harcèlement constant, tenta de battre en retraite par le col de Verek. Le retrait tourna à la catastrophe. Les forces hongroises et alliées menèrent des embuscades dans les défilés montagneux étroits. Elles infligèrent de lourdes pertes aux colonnes mongoles désorganisées. Les récits contemporains décrivent des pertes catastrophiques alors que les envahisseurs gelés et affamés tentaient de s'échapper à travers les Carpates. La principale armée mongole qui avait terrorisé l'Europe en 1241 était désormais en pleine retraite. Elle était harcelée à chaque pas par le royaume même qu'elle avait jadis anéanti. L'invasion de Toulabuga n'avait rien accompli, sauf la destruction de ses propres forces. L'invasion du sud de Nogai Khan à travers la Transylvanie se déroula mieux au début. Ses forces réussirent à ravager plusieurs villes, dont Regin, Brashov et Bystritsa. Elles saisirent du butin et firent des prisonniers. Mais Nogai fit également face à un paysage transformé par 40 années de fortification. Il ne réussit à capturer aucun des grands châteaux de pierre. La forteresse de Trasko, défendue par des guerriers Székely, résista à de multiples assauts. Le château de Regis repoussa avec succès les efforts de siège mongols. Sans la capacité de tenir le territoire ou d'éliminer les points d'appui défensifs, les raids de Nogai restèrent superficiels. Ils furent éteints et furent destructeurs, mais non décisifs. Alors les forces hongroises locales contre-attaquèrent. Des armées, dirigées par le voïvode Roland Borsa, affrontèrent les pillards de Nogai. Des contingents de Saxons, de Vlachs et de Székelys participèrent à ces combats. Ils se déroulèrent lors d'une série de batailles à travers la Transylvanie. Ce n'étaient pas les défenseurs amateurs de 1241. C'étaient des soldats des professionnels entraînés aux tactiques de cavalerie lourde. Ils étaient soutenus par des arbalétriers combattant depuis des positions fortifiées. Ils dispersèrent les forces de Nogai et sauvèrent la plupart des prisonniers que son armée avait faits. Lorsque le roi Ladislas IV rassembla finalement une armée royale sur la rive ouest du Danube, les deux invasions mongoles étaient déjà en échec. Les forces du roi n'eurent pas besoin de remporter une bataille décisive. Le réseau de fortifications et la résistance locale avaient déjà fait le travail.
Au printemps 1286, les deux armées mongoles étaient en retraite. La force du nord de Toulabuga avait subi des pertes catastrophiques. La colonne du sud de Nogaï, bien que moins malmenée, n'avait pas atteint ses objectifs stratégiques. L'invasion ne dura que 2 mois, comparée à la dévastation d'un an de 1240 et un à 1242. Les Mongols se retirèrent, emportant tout le butin qu'ils purent transporter. Ils laissèrent cependant derrière eux des centaines ou des milliers de morts. Les pertes hongroises, bien que non précisément enregistrées, se limitèrent à des escarmouches et à des villages pillés. Elles se furent déjà pas des massacres à grande échelle, lors de batailles rangées ou de campagnes d'extermination systématique. La différence entre 1241 et 1285 n'aurait pas pu être plus frappante. En 1241, les Mongols détruisirent un royaume. En 1285, le royaume détruisit l'invasion mongole. Les conséquences s'étendirent bien au-delà de la victoire militaire. L'échec de l'invasion de 1285 endommagea gravement le prestige et la capacité opérationnelle de la Horde d'Or. Toulabuga tira parti de ce désastre pour orchestrer un coup d'État politique en 1287. Il renversa le Khan Tede Menke et s'empara du pouvoir avec une junte de princes. Cependant, ce chaos interne affaiblit davantage la capacité de la Horde à projeter sa force vers l'ouest. Les Mongols ne lancèrent plus jamais d'invasion majeure de la Hongrie. Les raids frontaliers se poursuivirent sporadiquement, mais il s'agissait d'incursions mineures comparées aux menaces existentielles de 1241 et 1285. La Hongrie était devenue ce que les historiens militaires appellent une cible difficile. Elle était trop coûteuse à conquérir. Elle était trop bien défendue pour justifier l'investissement. La leçon résonna à travers l'Europe. D'autres royaumes, observant la transformation de la Hongrie, commencèrent leur propre programme de fortification et leurs réformes de cavalerie lourde. L'ère des châteaux de pierre, se répandant sur le continent, fut en partie motivée par l'exemple hongrois. C'était la preuve que des défenses adéquates pouvaient arrêter même la force militaire la plus redoutable du monde. Les conséquences économiques et sociales furent également profondes. Le réseau de châteaux construit par Béla devint la base de la défense hongroise contre l'Empire ottoman au cours des siècles suivants. Lorsque les Ottomans envahirent Mankind au XVe et XVIe siècle, ils firent face à plusieurs des mêmes forteresses. Béla les avait construites pour arrêter les Mongols. Ces châteaux, entretenus et améliorés au fil des générations, donnèrent à la Hongrie une profondeur défensive. Cela retarda la conquête ottomane pendant des décennies. Les Magnats, qui contrôlaient ces forteresses, devinrent la force politique dominante de la Hongrie. Parfois, cela fut pour le pire. Ils se combattaient et affaiblissaient l'autorité royale. Mais ils fournirent également l'organisation militaire décentralisée qui rendit la Hongrie résiliente face aux menaces extérieures. Le royaume avait échangé le pouvoir royal absolu contre la capacité de survie militaire, un compromis qui sauva l'indépendance hongroise. Démographiquement, la Hongrie se remit de la catastrophe de 1241. Cela fut possible grâce au programme de colonisation de Béla. Dès 1285, la population du royaume s'était considérablement rétablie. Cependant, les chiffres exacts restent difficiles à déterminer. L'afflux de colons allemands, polonais, italiens et autres a créé une Hongrie plus diversifiée ethniquement. Ce pays a également renforcé ses liens commerciaux avec le reste de l'Europe. La production minière a atteint de nouveaux sommets. Cela a financé une modernisation militaire continue. Les villes fortifiées sont devenues des centres de commerce et de culture. La plaine hongroise, autrefois dépeuplée par le massacre mongol, fut de nouveau colonisée et productive. Tout cela s'est produit grâce à un seul homme, le roi Béla IV. Il a compris ce qui devait être fait. Il a eu la volonté politique de mener à bien cette tâche, malgré une opposition et des défis énormes. Il a sacrifié les prérogatives royales pour la sécurité nationale.
Son approche systématique de la fortification et de la réforme militaire a créé les fondations du triomphe hongrois. Cette victoire a accompli ce qu'aucune autre puissance européenne n'a réalisé. Elle a repoussé une invasion mongole grâce à la préparation et à une défense stratégique. Cela n'était pas dû au hasard ni à une intervention extérieure. La première invasion, en 1241, fut arrêtée uniquement par la mort d'Ögedei Khan. La seconde invasion, en 1285, fut stoppée par les pierres, l'acier et la stratégie hongroise. Si les réformes de Béla avaient échoué, l'invasion de 1285 aurait probablement réussi. Si le réseau de châteaux n'avait pas été construit, la Hongrie serait restée militairement mal préparée. Les Mongols auraient de nouveau dévasté le royaume. Cette fois, la dévastation aurait pu être permanente. L'effondrement de la Hongrie aurait ouvert l'Europe centrale à des raids mongols continus. Cela aurait potentiellement altéré l'équilibre des pouvoirs sur le continent. L'Europe de l'Ouest aurait pu faire face à des invasions. Aucun État tampon puissant n'aurait pu ralentir cette avancée. Le développement culturel et politique de l'Europe médiévale aurait pu prendre une voie radicalement différente. Il faut considérer ce qui aurait été détruit lors d'une seconde conquête mongole réussie. Les grandes bibliothèques et monastères de Hongrie auraient été anéantis. Les centres commerciaux comme Buda auraient été réduits en cendres. La productivité agricole de la plaine hongroise aurait également disparu. Les opérations minières qui finançaient les économies européennes auraient toutes été de nouveau réduites en cendres. La Renaissance hongroise naissante, en art et en architecture, aurait été étouffée. La fusion unique des cultures d'Europe centrale et orientale que la Hongrie représentait aurait été éteinte. Au lieu de cela, la Hongrie a survécu et a finalement prospéré. Le royaume que les Mongols avaient anéanti en 1240 a survécu. Il est devenu la forteresse qui les a écrasés en 1285. Le mérite en revient à de nombreuses personnes. Il faut saluer le roi Béla IV qui a eu la vision et la détermination de reconstruire à partir des ruines. Les maçons anonymes ont passé des décennies à construire des forteresses de pierre en terrain hostile. Les commandants locaux ont appris de la défaite et adapté leurs tactiques. Les Ékeis, les Saxons et les Vlachs ont combattu dans les cols de montagne. Le roi Ladislaus IV, malgré ses troubles politiques internes, a maintenu l'infrastructure défensive créée par son grand-père. Enfin, le peuple hongrois s'est souvenu de 1241 avec une telle clarté. Il a passé 4 décennies à se préparer pour s'assurer que cela ne se reproduirait plus jamais. C'est pourquoi nous nous souvenons de ces événements aujourd'hui. Ils démontrent qu'une défaite catastrophique n'est pas nécessairement permanente. L'apprentissage et l'adaptation peuvent surmonter même les obstacles les plus écrasants. La détermination d'un peuple à survivre peut triompher des forces qui semblent invincibles. L'histoire de la Hongrie et des Mongols est finalement une histoire de résilience. C'est une histoire de refus d'accepter l'extinction. C'est aussi une histoire de construction d'une chose plus forte à partir des cendres de l'Apocalypse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette plongée approfondie dans l'une des transformations militaires les plus remarquables de l'histoire. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que moi lors de mes recherches, veuillez cliquer sur ce bouton « J'aime ». Voyons si nous pouvons atteindre 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez plus de contenu de ce type. Nous explorons les batailles et les moments qui ont changé l'histoire. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle victoire ou défaite militaire vous aimeriez que j'aborde ensuite. Devrions-nous examiner comment les Suisses ont vaincu les Habsbourg? Ou la bataille d'Azincourt, où les archers anglais ont détruit les chevaliers français? Peut-être quelque chose de l'histoire asiatique ou africaine?
Faites-moi savoir ce qui vous intéresse. Jusqu'à la prochaine fois. Rappelez-vous que l'histoire est écrite par ceux qui refusent d'abandonner. Cela est vrai sans moi. Est vrai même quand le monde leur dit qu'ils n'ont aucune chance.